Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui fait débat. Alors pour l'introduire, j'ai envie de vous projeter aux fêtes de Noël. Peut-être que mercredi prochain, jeudi prochain, vous allez voir cette cousine que vous n'avez pas vue depuis 6 mois ou cette vieille tante qui aura perdu peut-être 15 kilos, qui aura le visage creux, une mine un peu grise cachée par du blush, mais en tout cas un beau 36 moulé dans une robe toute neuve. Elle vous le dira peut-être pas, mais il y a de fortes chances qu'elle ait pris un médicament qui est devenu une obsession collective aujourd'hui. Je parle de l'Ozempic. L'Ozempic, c'est un médicament qui est à la base destiné aux personnes qui ont le diabète de type 2, mais malheureusement, il est aussi prescrit de manière frauduleuse à des personnes qui ont juste envie de perdre du poids. On le retrouve aussi en vente sur TikTok par parfois des revendeurs, en fait. C'est comme si on revendait du shit au coin de la rue. Et c'est parfois aussi fait avec des pharmaciens qui sont en bis avec ces personnes-là, tout simplement pour faire du business. Donc il est important qu'on en parle aujourd'hui parce que parfois on nous dit que l'Ozempic c'est je n'ai plus faim, je maigris et le problème est réglé. Mais en réalité, ce médicament n'est pas un hack sans conséquence et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est qu'est-ce que c'est ce médicament, comment il agit, quels sont les effets secondaires. Et j'ai aussi envie de vous parler de l'après. L'après, c'est extrêmement important parce que je pense que on minimise énormément dans ce que je peux voir dans les témoignages, dans les forums ou même sur les vidéos YouTube, le pourquoi certaines personnes prennent ce médicament. Et justement, je pense qu'il est très important ce que j'ai envie, en fait, c'est de vous sensibiliser sur ce qu'il y a derrière, sur pourquoi on est motivé à prendre ce genre de traitement, surtout quand il n'y a pas de diabète, et puis quelles sont les conséquences à long terme, et aussi comment l'entourage peut être mieux informé. Alors déjà, l'Ozempic, qu'est-ce que c'est? Donc scientifiquement parlant, c'est du sémaglutide. En fait, c'est un médicament qui est injectable, qu'on prend en général une fois par semaine à différentes doses, normalement prescrites par un médecin. Et c'est un agoniste du GLP-1, donc c'est en fait une hormone intestinale post-repas à la base. On va la sécréter naturellement quand on a assez mangé. On va avoir une augmentation de l'insuline. En fait, elle va produire cette augmentation de l'insuline, donc le taux de sucre dans le sang va monter. Ça va diminuer le glucagon, qui est une hormone de la faim. Ça va également aussi ralentir la vidange de l'estomac. Et puis, ça va avoir une action au niveau du cerveau et notamment de la satiété. Donc concrètement, ce qu'on va ressentir, c'est qu'on est rassasié plus longtemps, voire on a une perte très importante d'appétit parce que ce médicament est ultra puissant. Ce n'est pas juste une imitation de notre hormone, c'est une version boostée et ultra puissante de notre hormone. Comme je le disais précédemment, le problème, c'est que ce médicament est normalement destiné à des personnes ayant un diabète de type 2. Il faut savoir qu'en France, c'est 3 millions de personnes qui sont concernées. C'est souvent corrélé à un surpoids. Et on le sait aujourd'hui, l'OMS le dit depuis maintenant plus de 15 ans, c'est une maladie qui est évitable dans 90% des cas, juste avec une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de vie. Et je sais que pour certaines personnes, il est extrêmement difficile de changer les habitudes. Et c'est pourquoi les personnes ne font pas ce qu'on pourrait considérer cet effort de mieux manger et de faire du sport. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a des programmes, il y a des blessures, il y a un schéma, un mode de fonctionnement qui empêche ces personnes de faire ces choses-là. Et c'est pourquoi un accompagnement beaucoup plus global est nécessaire. Mais je vais y revenir. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que ce médicament-là est destiné à des diabétiques, mais parce que des stars en parlent, parce que des influenceuses et des influenceurs sur TikTok le prennent, eh bien ça commence à se vendre de manière frauduleuse. On parle en fait de prescriptions parfois même hors AMM, c'est-à-dire que même des médecins que je considère être des charlatans, en fait, vont vendre ce médicament. Quand on dit hors AMM, ça veut dire hors autorisation de mise sur le marché. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que si on a des effets secondaires en lien avec une prescription frauduleuse, eh bien, en fait, on peut se retourner aussi contre notre médecin parce que là, il est en tort. Il n'était pas censé prescrire ce médicament hors pathologie, hors diabète de type 2, clairement reconnu. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi certains médecins font ça, mais je vais vous le dire quand même. C'est tout simplement pour se faire rincer par les laboratoires, parce que plus il y a de prescriptions faites, plus ils ont un retour d'une certaine manière, que ce soit des royalties, des cadeaux, des voyages ou que sais-je. Mais c'est vraiment quelque chose de gravissime. Donc ça doit être dénoncé. Alors pour en revenir à l'Ozempic, si vous vous intéressez à ce médicament, vous avez certainement vu les avant-après, mais je vous parlais au moment de l'introduction de ces visages très creusés. C'est typique de la prise de ce médicament parce qu'il y a une perte de poids tellement rapide qu'on va avoir une grosse perte de graisse au niveau du visage. Pas que, parfois on peut vraiment aussi avoir la peau qui pend à droite à gauche parce qu'on n'a pas le temps de laisser le corps s'adapter à sa perte de poids.
Certaines personnes perdent 7 kilos en une semaine, d'autres 15 kilos, voire plus parfois en 2 semaines. On est vraiment sur des pertes de poids qui, je pense, pour n'importe quel professionnel de santé, sera considérée comme dangereuse. Et c'est ce qui fait en fait que tout d'un coup, c'est très choquant en fait pour l'entourage, surtout quand on n'a pas vu quelqu'un pendant un certain temps. Donc oui, ça marche. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a des personnes qui vont très bien répondre aux médicaments, d'autres pour qui il ne va rien se passer. Alors malheureusement, elles vont avoir tous les effets secondaires, mais sans le bénéfice momentané. Et puis, quoi qu'il arrive, la vitesse de perte de poids va vraiment dépendre de la personne. Mais ce qui est très dérangeant avec l'Ozempic, c'est que déjà, on va perdre les effets escomptés à l'arrêt du médicament et il y a énormément d'effets secondaires. Alors pour les plus courants, on va avoir la nausée. Dans certains témoignages, certaines personnes disent qu'elles en viennent à vomir jusqu'à 10 fois par jour. De la diarrhée ou de la constipation, ça peut créer une inflammation digestive, soit au niveau de l'intestin, soit au niveau du côlon, soit au niveau de l'estomac ou du pancréas, voire partout. Des douleurs abdominales, donc forcément, s'il y a inflammation, mais aussi parce qu'il y a ce ralentissement de la vidange gastrique. Ça crée plein de problèmes au niveau digestif. Hier, dans l'épisode précédent, je vous parlais des flatulences et de ce qui peut causer ces flatulences. Il y a souvent un manque d'enzymes, une mauvaise vidange gastrique aussi qui peut créer ça. Et on va se retrouver en fait avec des douleurs abdominales. Donc là, en l'occurrence, beaucoup de personnes témoignent de flatulences, de rots. Il y a une maldigestion en fait. Et puis il y a en fait cette communication intestin-cerveau qui est complètement coupée. Donc c'est comme si votre système de régulation habituel ne fonctionnait plus. Donc vous ne savez plus quand est-ce qu'il faut manger ou pas. Votre corps aurait besoin de nutriments pour son énergie, pour son métabolisme, pour votre fonctionnement hormonal. Mais le cerveau ne répond pas parce qu'à cause de cette molécule, la sensation de faim est coupée. Vous avez ce sentiment de satiété, voire de dégoût pour les aliments. Donc il y a aussi des reflux gastriques, des brûlures d'estomac, des rots, parfois des rots avec des odeurs d'œufs pourris. De la fatigue, forcément, si on ne se nourrit pas assez, on va être fatigué, même après des nuits très longues. Certaines personnes témoignent de 10 heures de sommeil, mais qui se réveillent le matin complètement épuisées. On va aussi observer des vertiges, de la perte de goût, de l'irritabilité, des sauts d'humeur, ce qui est logique parce que dès qu'on joue en fait sur l'axe intestin-cerveau, on va forcément avoir des conséquences sur ce qu'on ressent, sur notre état émotionnel. On sait que ça a un rôle aussi sur le circuit de la récompense quand on prend ce traitement. Tout le circuit dopaminergique commence à être déséquilibré, donc on se retrouve avec parfois des personnes qui témoignent disant « je me suis senti extrêmement agressif quand j'étais sous traitement » ou « j'étais en dep total, j'avais plus envie de rien », c'est l'une des conséquences. Donc ça, c'est pour les effets les moins graves. Mais pour les plus graves, on peut avoir des pancréatites, voire des pancréatites aiguës. C'est une inflammation extrêmement grave du pancréas qui peut être mortelle. On peut avoir des occlusions intestinales, ça veut dire que l'intestin en fait se bloque. On va avoir exactement la même chose aussi au niveau de l'estomac. On parle de gastroparésie et ça, il faut savoir que en fait, c'est l'estomac qui se paralyse et ça peut être irréversible, c'est-à-dire que même après l'arrêt du traitement, on peut en fait avoir ça de manière permanente. Il y a également une étude récente qui révèle que la prise de ce médicament peut multiplier par 4 le développement d'une neuropathie optique ischémique. Clairement, ça veut dire une perte de vision, ça peut même être définitif. Et puis, comme je disais précédemment, des problèmes psychologiques, parfois assez graves, donc c'est-à-dire vraiment le fait de tomber dans un état dépressif. Et pour moi, ce qui est extrêmement dangereux, et ce que beaucoup de personnes témoignent, c'est qu'elles ne se reconnaissent plus et parfois elles ont la sensation d'être boulimiques parce qu'elles ont du dégoût pour les aliments, dès qu'elles mangent, elles vomissent, elles se rendent compte qu'elles perdent du poids à vue d'œil, donc même en fait par rapport à l'image de soi, ça peut être extrêmement perturbant. Et puis, bien sûr, il y a d'autres effets aussi. Donc, déjà, des contre-indications majeures. On ne peut pas être enceinte ou on ne peut pas allaiter si on prend ce médicament. C'est extrêmement toxique pour le fœtus. Et il est d'ailleurs conseillé et même nécessaire d'arrêter ce traitement au moins 2 mois avant une grossesse. Maintenant, en termes d'effets secondaires, on pourrait même parler de l'effet rebond, parce qu'en fait, les chiffres sont assez alarmants. On se rend compte que dès que les personnes arrêtent de prendre le traitement, il y a une reprise qui est quasiment systématique. La reprise commence au plus tard 8 semaines après l'arrêt du traitement et vous avez près de 20% des personnes qui ont pris ce médicament qui reprennent tous les kilos perdus. Vous avez 26% des personnes qui reprennent un quart du poids perdu et en moyenne, pour le reste, de manière générale, on reprend 2/3 du poids perdu. Ça veut dire que si vous avez perdu 15 kilos, vous allez en reprendre 10. Voilà, ça c'est ce que nous montrent les statistiques.
Et c'est très facile à expliquer en fait, parce que quand on comprend l'effet de famine dans lequel on a plongé le corps à cause de cette molécule, eh bien en fait ça met le corps dans un état de panique, parce que pour lui c'est je ne peux plus me nourrir, je n'ai plus les nutriments nécessaires, donc c'est un danger majeur et il est en mode survie. Et ça va complètement dérégler votre métabolisme. On sait d'ailleurs que ça peut avoir aussi des conséquences graves sur le fonctionnement thyroïdien. Et donc très concrètement, le corps est paniqué, il est sous une molécule. C'est comme s'il était pieds et mains liés, en fait. Vous êtes prisonnier de ce médicament et votre corps ne peut plus agir. Donc dès que vous l'arrêtez, c'est comme si tout d'un coup il sortait d'une grotte dans laquelle il avait été enfermé pendant X temps, tout le temps du traitement. Et dès qu'il ressort de sa grotte et qu'il voit la lumière, il se dit non mais attends, il y a un souci, là je vais mourir. Donc il y a tous les signaux de la faim qui sont exaltés, toutes les anciennes habitudes qui reviennent. L'appétit revient puissance 10 000 et donc forcément on repart sur les schémas anciens et on reprend du poids, on reprend même plus de poids. L'autre raison qui peut expliquer cet effet rebond, c'est en toute logique le changement de composition corporelle, qui est bien plus grave que ce qu'on pourrait voir dans des jeûnes même prolongés. Parce que dans le jeûne, il y a quelque chose qui est très bien fait dans l'organisme, c'est que quand on atteint sa limite, on a l'appétit qui revient. Quand le corps entre en autophagie par le jeûne et qu'il comprend qu'il est dans ce processus de détoxification, on est dans un processus thérapeutique. D'ailleurs, on ne le fait jamais pour perdre du poids, le jeûne. On va le faire dans un processus de guérison ou dans un but spirituel. Là, même si on avait vraiment besoin de manger pour survivre, on va avoir ces signaux qui vont être coupés à cause de cette molécule. Donc on se retrouve, et les études le montrent, par des pertes de masse grasse, mais aussi une perte de masse musculaire et même osseuse. Ce qui est dramatique parce qu'en fait, vous déréglez complètement votre métabolisme et c'est la meilleure manière de reprendre du gras derrière. Parce que moins on a de muscles, moins on brûle des calories. Et en plus, certaines études montrent que l'Ozempic n'empêche pas la création de nouvelles cellules graisseuses. Donc c'est comme si votre corps, parce qu'il est aussi en état de famine, il se prépare juste à pouvoir stocker davantage et plus rapidement par la suite. Et enfin, une autre raison, et non des moindres, c'est que tous les bénéfices tirés par la prise du traitement qui, durant le traitement, montraient une tension artérielle plus basse, une meilleure glycémie, des marqueurs métaboliques qui s'amélioraient, et bien ça, en fait, tôt ou tard après l'arrêt du traitement, ça va revenir comme avant si on n'a rien mis en place au niveau d'un changement nutritionnel et d'un changement d'hygiène de vie. Et là, et c'est tout l'intérêt de cet épisode, c'est que ça peut être extrêmement difficile à vivre pour la personne qui a pris ce traitement. Parce qu'on a beaucoup de remarques de l'entourage, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de poids, on a changé notre garde-robe, on s'apprécie, mais très rapidement, en fait, on se retrouve avec des problèmes de santé, on se retrouve avec un moral dans les chaussettes, vraiment on a mis notre corps en très grande difficulté, et on peut avoir une baisse de l'estime de soi, une baisse de la confiance en soi, juste parce qu'on a repris du poids et qu'on ne se sent pas capable, en fait, de maintenir les résultats obtenus. Et c'est là où, pour moi, il y a un problème majeur, c'est que on croit encore aujourd'hui, en 2025, qu'une molécule va nous permettre d'agir sur notre corps bien plus que ce que pourrait faire l'hygiène de vie. On met notre pouvoir à l'extérieur et surtout, en fait, on ne se rend pas compte que parce qu'il y a un mal-être profond, eh bien, on est prêt à aller prendre ce genre de médicaments, à faire face à ses effets secondaires, à faire du mal à notre corps, à le traumatiser, à le violenter. C'est extrêmement violent, en fait, ce genre de traitement. Mais on est prêt à prendre ce genre de traitement parce qu'on est dans un état de rejet de notre propre corps. Je pense que ce qu'il est important de comprendre et que je vois trop peu sur les réseaux sociaux, c'est que des personnes qui sont prêtes à prendre l'Ozempic, soit elles ne s'intéressent absolument pas aux effets secondaires, soit elles les ont vus, mais ce n'est pas suffisant pour les arrêter. Pourquoi ? Parce que leur souffrance, elle est bien plus forte que n'importe quel effet secondaire qu'on pourrait leur présenter. Une personne qui est prête à martyriser son corps, à lui faire vivre cette violence extrême qui est mise de cet état de famine, c'est bien sûr une personne qui déjà n'a pas été informée correctement par son médecin, qui n'a peut-être pas regardé toutes les vidéos sur le sujet, sur les effets secondaires. Ce sont des personnes qui sont prêtes à perdre du poids, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, on minimise grandement ce rapport au corps. Une personne qui déteste son corps, qui est prête à faire des régimes drastiques, à s'affamer ou à prendre ce genre de médicaments, c'est une personne qui, quand elle se regarde dans le miroir, ressent du dégoût, du rejet, qui, à minima, ne s'aime pas et il y a une dissociation énorme entre son corps et son esprit. Et ça, en fait, ce n'est pas juste un sentiment ou une émotion, c'est une maladie. Et il est extrêmement important aujourd'hui qu'on comprenne que c'est une maladie grave causée par notre éducation, par les remarques d'un père ou d'une mère inconscient, par des personnes puériles qui se permettent de juger notre physique,
par une société malade qui nous vend des corps parfaits, sans cellulite. Aujourd'hui, j'ose même pas imaginer avec l'IA et tout ce qu'on commence à créer sur ces visages tous similaires, où aujourd'hui on le voit bien aussi, hein, le botox, l'acide hyaluronique, les lèvres gonflées, tous les visages se ressemblent. Il faut qu'on ait absolument un visage qui ressemble à des poupées de cire, bien brillants, sans aucune ride. Il faut qu'on ait un ventre plat, des jambes sculptées. Et je ne parle pas que pour les femmes. Aujourd'hui, les hommes aussi sont vraiment concernés par ce culte du corps et par cette image parfaite en fait, que relaient les réseaux sociaux. On pense que ça va mieux, hein. Il y a eu ce côté positive body, où on faisait semblant que voilà, on acceptait des corps plus ronds. Ça s'est répercuté sur le visage, ça s'est répercuté sur des fesses qui doivent être plus grosses, sur des seins qui doivent être plus gros. Quoi qu'il arrive, il y a ces critères de beauté qui sont inaccessibles. Et puis il y a une génétique contre laquelle on ne peut pas aller. Si on a un nez crochu, moi pendant des années, j'ai complexé sur un nez qui avait une bosse, qui était en patate au bout, parce que c'est ce qu'on me disait. Pendant des années, j'ai complexé sur mes fesses et sur mes seins parce que soit ils étaient trop petits, soit mes fesses étaient trop grosses ou pas assez grosses. Ah, mais j'avais pris des cuisses. Et j'ai eu énormément de remarques pour ma part, jamais au collège, bizarrement, jamais au lycée, mais dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler, en fait, à chaque fois que je travaille avec un homme, j'ai toujours eu une remarque sur mon physique. Et ça, c'est la réalité, en fait. Et on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, en tant que directeur des ressources humaines. On ne peut plus accepter ça en tant qu'homme et femme. Et il est important qu'on le reconnaisse. Parce que c'est tout ça qui fait en fait qu'on se retrouve avec des personnes malades. Et je vais ajouter aussi que quand il y a des problèmes de poids, quand il y a des troubles du comportement alimentaire, bien sûr, c'est tout ce que je vous ai dit précédemment, mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus profondes. Ça peut être en lien avec des mémoires, ça peut être en lien avec des traumatismes. Et en fait, le corps a retenu qu'il fallait se protéger, donc on va prendre du poids, parfois de manière harmonieuse, parfois que dans certaines zones. Et puis ça peut être aussi tout simplement la manifestation physique de traumatismes qu'on porte de notre génération, de notre lignée. Pour moi, je vous en ai déjà parlé dans beaucoup d'épisodes, le poids du transgénérationnel s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et chez certaines personnes, ça peut s'exprimer à travers le poids. J'ai aussi accompagné des personnes qui avaient développé du surpoids suite à un choc, à un deuil, à un événement vraiment qui les a extrêmement perturbées. Et malheureusement, elles doivent vivre avec ça. Et après, elles sont jugées. On va leur dire qu'elles n'ont aucune volonté, qu'elles devraient juste arrêter de manger. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est encore à des années-lumière de l'accompagnement nécessaire pour ces personnes-là, qui du coup sont prêtes à prendre des traitements qui ne sont que bénéfiques à Big Pharma et à Big Food, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'agroalimentaire aussi surfe sur la vague de l'Ozempic, en proposant des traitements qui vont être, pas des traitements, pardon, des aliments qui vont être destinés aux personnes qui prennent l'Ozempic, parce qu'ils ont bien compris qu'au niveau digestif, c'est la cata. Donc ça sert encore une fois à des lobbies qui n'en ont rien à secouer de votre santé, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on a eu quand même beaucoup de preuves que, voilà, au niveau des lobbies, au niveau de la santé, au niveau de l'agroalimentaire, ils se contrefoutent de notre santé. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont en détresse, qui sont dans un combat constant avec leur corps. Il y a des médecins qui sont clairement des crapules, des charlatans, qui vont aussi prescrire de manière abusive ces traitements. Il y a des personnes aussi qui sont forcément vulnérables et mal informées. Et il y a des conséquences. Et le pire, c'est que ce genre de traitement, quand il est prescrit, il est remboursé. Donc il y a une conscience collective à avoir sur dans quoi on met notre argent, en fait, qu'est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on peut davantage porter notre voix sur le fait d'accepter ou non ce genre de traitement, en tout cas hors diabète de type 2, à mon sens, et c'est purement personnel. Et encore une fois, cet épisode est informatif et je vous partage mon avis, mais pour moi, ça ne devrait jamais être prescrit à des personnes qui n'ont pas un diabète de type 2, bien sûr, mais surtout jamais en première intention quand il y a un diabète de type 2, parce qu'on le sait, quand vous améliorez votre hygiène de vie, quand vous améliorez votre nutrition, quand vous commencez à faire du sport, il y a des diabètes de type 2 qui disparaissent. Je l'ai vu ne serait-ce que chez mes élèves ou les personnes que j'ai accompagnées. Et je pense que beaucoup de professionnels de santé pourront témoigner. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner ces personnes ? Et en l'occurrence, pour les personnes qui se retrouvent en post-Ozempic et qui peut-être regardent cet épisode, il est important que vous ayez un accompagnement pluridisciplinaire. Il est important d'aller voir un nutrithérapeute,
un naturopathe, quelqu'un qui vous éduque à qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, qu'est-ce que c'est que de bien se nourrir, quelqu'un qui vous accompagne en magasin. Dans les praticiens que j'ai formés, mais je vous dis ça pour vous donner des solutions, mais ça peut être votre diététicien de confiance, ça peut être votre nutritionniste, ça peut être un médecin, pareil, qui vous accompagne dans ces démarches-là, parce qu'il y a aussi des médecins qui font un super travail. Choisissez juste un thérapeute qui est prêt à vous accompagner. Et si je vous parlais des praticiens que j'ai formés, c'est parce que pour moi, il est important qu'on accompagne les personnes à aller en magasin, apprendre à faire leurs courses, aller chez elles, mieux remplir leurs placards, apprendre à cuisiner, avoir ce soutien qui est important. Il y a un soutien psychologique qui est fondamental. Parce que quand on prend ce genre de médicaments, qu'on est dans le rejet de son corps, qu'on n'arrive pas à accepter son image, voire qu'on se dégoûte, il faut travailler d'un point de vue psychologique. Ce qui vous est demandé là, c'est de vous déprogrammer. Il y a un schéma qui vous fait être en lutte permanente, en guerre permanente avec votre corps. Et ça demande une déprogrammation. Ça demande de travailler sur l'amour de soi, sur l'acceptation de son corps. Parce que ce n'est que l'acceptation de votre corps, le fait d'apprendre à l'aimer pour ce qu'il est, pour sa magie, pour ce véhicule qu'il est pour vous, qui va vous permettre de perdre du poids à long terme. C'est la condition sine qua non en fait. Ça demande par cette transformation du rapport. Donc ça demande un accompagnement, d'accord ? Bien sûr, on peut aussi penser à des coachs sportifs, à des associations qui vont vous accompagner, qui vont vous motiver pour remettre du mouvement dans votre vie, au moins 30 minutes par jour pour marcher, pour bouger. Il va falloir aussi travailler sur votre masse osseuse, sur votre masse musculaire. Donc c'est là, si vous n'avez pas de connaissances là-dedans, que vous devez être accompagné avec un coach sportif pour faire de la musculation sans vous blesser. Et là encore, ça demande du temps. C'est important d'y aller progressivement. Parce que très souvent, on va aller très vite pensant qu'on aura plus de résultats. Mais en vrai, le résultat, c'est des blessures, encore un traumatisme physique qui vous ralentit et qui ne fait que prolonger l'objectif que vous voulez atteindre. En fait, la durée, en tout cas, de l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, vous comprenez, c'est en fait quelque chose qui demande à la fois pour soi de prendre conscience de ce qui se joue, d'être accompagné, de demander de l'aide. Ça demande à l'entourage d'être très vigilant et s'il vous plaît, de ne pas dire « Waouh, mais t'as fondu, oh, mais t'as maigri trop vite, oh, mais en tout cas, t'es canon ». Pourquoi ? Parce qu'on ne fait que renforcer le fait que avec ton physique qui a changé, t'es mieux ou t'es moins bien, ou tu vas avoir une remarque. C'est comment est-ce qu'on peut parler des qualités de cette personne au-delà de son physique ? Comment est-ce qu'on peut lui demander « Mais comment tu te sens ? Ok, t'as vécu une perte de poids, qu'est-ce qui a initié cette perte de poids ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Et moralement, et ton énergie, et ta jauge de bonheur, et ta jauge de bien-être. C'est ça, et digestivement parlant, comment tu te sens ? C'est important qu'on commence à être beaucoup plus conscient en fait de cette approche beaucoup plus globale quand on demande comment ça va, ou quand on dit « Waouh, t'es belle ». D'accord ? C'est de l'éducation en fait dont on a besoin et c'est aussi pourquoi je dis toujours, je pense qu'on devrait avoir l'école des parents pour mieux éduquer nos enfants, on devrait avoir des enseignants beaucoup plus sensibles à ça, on devrait être beaucoup plus, à mon sens, intransigeant face aux remarques qu'on peut faire et beaucoup plus vigilant aussi sur notre manière de parler du poids des personnes parce que ça peut être extrêmement traumatisant, ça laisse des marques. Ça m'a laissé des marques, j'ai mis du temps à me réapproprier mon corps et c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà. Ce que je pourrais ajouter bien sûr aussi, c'est pour les personnes qui prennent ce traitement et qui songent à l'arrêter, ne l'arrêtez jamais du jour au lendemain. C'est comme les antidépresseurs, faites-vous accompagner. Il est extrêmement important de réduire les doses de manière progressive et ce que je vous conseille, c'est de commencer en parallèle de l'arrêt du traitement un accompagnement, qu'il soit nutritionnel, sportif, psychologique, c'est extrêmement important. Ne minimisez pas l'aspect psychologique. Dans tous les cas, pour les personnes qui souffrent aujourd'hui des conséquences, je vous envoie tout mon soutien. Si vous avez la moindre question, sentez-vous libre de me contacter sur mon compte Instagram Lisa Salis Life. Je vous redonne aussi le mail de mon équipe info@hygie academy avec ie à la fin.com pour demander la liste des praticiens qui sont formés par moi pour non pas avoir une solution rapide, encore une fois, mais vraiment pour rentrer dans cette éducation d'une bonne hygiène de vie qui vous permet de retrouver la santé, pour avoir cette liste de praticiens qui pourra prendre le temps de vous écouter, de vous orienter, de vous rééduquer à une hygiène de vie qui vous est vraiment bénéfique.
Voilà, j'ai Marcel, le petit chat de mon ami qui me loge, qui miaule en fond. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, si cet épisode vous a plu, vous a touché, merci de me laisser un commentaire. Merci bien sûr de le partager. C'est vraiment pour moi une question de santé publique, pour nous, pour nos proches, pour les jeunes aussi, qui sont sous l'emprise des réseaux sociaux et qui voient toutes ces vidéos passer. C'est important qu'on passe le message et qu'on soit beaucoup plus conscient de ce qui se passe en réalité. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Guérir et Grandir. Plein d'amour et à très vite.